Bonjour à toutes et à tous. Merci de poursuivre ces rencontres avec nous. Nous sommes à présent en compagnie de Suzanne Yule, hein, c'est bien ça. Vous êtes fondatrice et directrice de Gaïa, maison d'édition, et Ege Roel-Rousson. Vous êtes conseillère éditoriale chez Actes Sud, c'est bien ça? Et éditrice. Bon, éditrice. Donc, pardon, et bravo pour la promotion au passage. Nous allons tenter de répondre à une question. Alors je dis bien tenter parce que nous en avons un peu discuté auparavant en guise de préambule sur les questions, les raisons du succès du polar nordique. Alors si vous avez l'espoir de connaître le secret, la recette, peut-être quelque chose d'un peu magique, j'ai peur de vous décevoir parce que nous n'avons pas ce secret, mais nous allons peut-être nous interroger sur la manière dont le polar nordique a réussi à se faire une place dans le lectorat français, voire mondial, et revenir un peu sur l'histoire de ce polar nordique depuis une quinzaine, voire une petite vingtaine d'années, en compagnie donc de deux témoins privilégiés. Alors, pour revenir un peu sur cette histoire, j'aimerais que vous nous racontiez comment il est intervenu et comment il est arrivé entre vos mains. J'allais dire qu'il y a presque une histoire de tropisme inversé parce que vous êtes représentantes toutes deux de maisons d'édition qui sont basées dans le sud de la France. Et le polar nordique, il vient plutôt du nord de l'Europe. C'est une évidence, une tautologie. Alors j'aimerais savoir pourquoi deux maisons d'édition ont eu cette idée excentrique de s'intéresser comme ça au nord. Qui va commencer? Ege? Je ne sais pas s'il marche, si. Oui, vous m'entendez? Alors, en ce qui concerne Actes Sud, c'est une histoire assez ancienne, parce qu'il se trouve que déjà au début des années 80, le premier texte étranger publié par Actes Sud, c'était Automne allemand de Stig Dagerman. Et ça, c'était grâce au traducteur, comme souvent, en tout cas à cette époque-là, les textes arrivaient par... il me semble que c'était Philippe Bouquet qui avait apporté ce texte à l'époque. Et ensuite, parce qu'un certain Marc de Gouvenin est arrivé à la maison d'édition très tôt, à peu près à cette même période, a apporté des textes aussi de Torgny Lindgren. Et donc lui, il s'est très vite intéressé à cette littérature naturellement parce qu'il était marié avec une Suédoise et il a vécu longtemps en Suède. Donc lui, il a commencé à alimenter la collection nordique de textes scandinaves à cette époque-là. Bonjour. Moi, j'ai envie de préciser tout de suite que le succès du polar nordique, c'est un vaste sujet. Et en même temps, en réalité, je trouve que la réponse est relativement simple si on pense que ce qui est pour moi une évidence, quand nous sommes éditeurs, nous sommes premièrement, comme vous, bibliothécaires, comme les libraires, nous sommes premièrement lecteurs. Pardon? Ah, vous n'entendez pas? Mettez-le bien sur le oui, menton. D'accord, ok. Vous m'entendez maintenant? Quand on est éditeur, on est comme vous, bibliothécaire, et comme les libraires, on est avant tout lecteur. Et donc, à partir du moment où on est lecteur, moi, je suis arrivée à l'édition comme lectrice d'abord, ensuite comme traductrice, et ensuite, un peu par hasard, dans l'édition. Ce matin, on a parlé aussi des rencontres. C'est vraiment un mot-clé aussi, la rencontre. Si vous dites par exemple le mot étude de marketing, non, ce n'est pas un mot-clé du tout, en tout cas pas pour le type d'édition que nous faisons. Hege va peut-être répondre à ces questions de terminologie. Non, pour moi, le mot-clé, c'est la lecture. Oui, mais alors, il y a bien un moment où le coup de cœur va devenir le succès. Il peut y avoir un coup de cœur de lecteur, il peut y avoir un coup de cœur affectif ou amoureux, puisque ça peut arriver dans certains cas qu'il y ait une sorte de familiarité avec un type de littérature. Mais de là à ce que ce coup de cœur devienne une contagion, on franchit un pas supplémentaire, qui est celui du succès
du succès mondial. Et je vais enfoncer un petit peu plus loin l'idée en disant que rien ne pouvait laisser penser qu'une autre littérature allait devenir ce succès-là dans un territoire littéraire qui était envahi, on va dire, je pèse presque mes mots en disant ça, par le poids de la littérature anglo-saxonne prédominant dans l'univers, dans le cosmos et dans l'inconscient du polar. Alors, je vais juste prendre un tout petit peu de temps pour expliquer les raisons pour la création de Gaïa. Pensez bien là. Moi, je vivais en France depuis peu, je suis danoise. Je faisais de la traduction d'auteurs français pour des éditeurs danois. Évidemment, étant lectrice, je parlais autour de moi de mes auteurs préférés et je me suis rendu compte que certains d'entre eux étaient inconnus en France. Ce qui m'avait beaucoup surpris. Je pensais que la France, un si grand pays, tout était accessible, évidemment. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait plein de choses à faire. Donc de là, il n'y avait que 2 pas à se lancer. On était entouré de beaucoup d'enfants, donc on a fait un peu comme les enfants. On est monté très haut dans un arbre et depuis on s'accroche. On est vraiment très très haut et on s'accroche vraiment très très fort. Qu'est-ce que je lisais ? Dans les pays scandinaves, je pense qu'il n'y a pas la même tendance à vouloir toujours mettre en catégorie, classifier les auteurs polars, littérature, tout ça. Beaucoup d'auteurs écrivent assez librement dans plein de genres différents. Donc moi, je n'avais pas du tout cette notion-là et assez vite, je me suis rendu compte que c'était un peu un problème pour un auteur, par exemple, comme Leif Davidsen, que nous publions depuis longtemps. C'était très très dur de le classifier en France. Quand les gens nous disaient « oui, mais c'est quoi comme genre de littérature ?» Pour moi, c'était difficile de répondre parce que c'était un auteur. J'avais du mal et je me refusais un peu au fait de le mettre dans une boîte. Mais en France, c'est un peu, peut-être parce qu'il y a tellement de livres, les éditeurs publient beaucoup, peut-être qu'on a besoin de classifier un peu, mais c'est difficile. Des repères, oui. Et à Gaïa, on s'est un petit peu refusé à créer des collections et en même temps, c'est vrai qu'on a besoin aussi de repères, effectivement. Non, juste peut-être par rapport à ce que tu disais par rapport au succès du polar scandinave en France, par rapport au polar américain, etc. Je pense qu'il y a aussi dans le polar scandinave quelque chose qui parle peut-être plus aux lecteurs français dans le sens où c'est plus proche d'eux. Il y a un réalisme qu'il y a moins dans les polars américains. C'est moins spectaculaire. On rentre dans la vie vraiment intime des gens. Il y a beaucoup de place qui est donnée à l'intimité des personnages. Et je pense que tout ça, ça joue aussi. Le fait qu'on puisse effectivement se reconnaître et que ça devienne quelque chose de plus près. Et le polar scandinave qui a toujours eu vocation à la critique sociale aussi, ça va au-delà de l'enquête criminelle. L'enquête criminelle est un prétexte pour parler de choses importantes qui se passent ou qui pourraient se passer dans la société. Et donc je pense que c'est un aspect super important à ce succès. Oui, je peux juste ajouter aussi qu'une autre raison pour créer Gaïa au départ, c'était aussi que j'ai été très surprise de voir l'idée que beaucoup de lecteurs français se faisaient de la littérature nordique. En fait, ça m'avait beaucoup surpris. Je parlais de littérature nordique, de mes auteurs préférés. Je voyais les gens s'abaisser, reculer un petit peu, comme si, en fait, non, ils n'avaient pas trop envie d'y aller. Et je me disais, mais non, ils se trompent. Il y a plein de choses à lire qui ne sont pas sombres, déprimantes, trop compliquées. Non, il y a plein de littérature assez lumineuse. Et c'est cette littérature-là que j'avais envie aussi, que nous avions envie d'essayer de faire connaître aux lecteurs français. Et rassurez-vous, ce n'était pas seulement les lecteurs français qui avaient peut-être une vision un peu stéréotypée de la littérature nordique. Nous, les Nordiques, nous avons aussi une idée de la littérature française assez stéréotypée. Pour les Nordiques, si vous parlez aux Nordiques de littérature française, ils disent « Ouh là 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 ». C'est élitiste, c'est intellectuel, il faut avoir vraiment le cerveau bien tourné pour arriver à lire de la littérature française.
Vous voyez, c'est pas vrai. Et en même temps, dans des préjugés, il y a évidemment toujours un fond de vrai. Et je pense que le travail que les éditeurs ont fait depuis longtemps pour la littérature nordique, effectivement, aujourd'hui, l'idée que les lecteurs français se font de la littérature nordique est totalement différente d'il y a 25 ans. C'est vraiment, il y a eu une ouverture vers cette littérature. Et tu as raison, je suis complètement d'accord avec ça. C'est parce que c'est une littérature, que ce soit littérature ou littérature policière, c'est une littérature proche des gens. Peut-être parce que nous sommes des petits pays, les gens sont proches les uns des autres, on peut s'identifier très facilement avec les personnages. Ça parle de nos vies, de nous-mêmes et du monde autour de nous. Et dans cette catégorisation de la littérature nordique et policière, justement, est-ce que le fait que la majorité des auteurs connus aujourd'hui, auteurs nordiques, sont justement des auteurs policiers, ne fait pas qu'on a une image en Europe et tout particulièrement en France, une image d'une exclusivité d'auteurs policiers dans les issus des pays nordiques et moins d'auteurs de littérature générale. Que c'est l'arbre qui cache la forêt un peu. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais en même temps, il y a aussi une littérature qui est connue. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a quand même des grands auteurs qui sont venus avant tout ça, avant cette vague de polar scandinave. Il y avait Justin Gorder notamment avant. Mais effectivement, depuis que le polar a envahi, et puis je pense qu'on peut même plus parler d'une vague là, en ce qui concerne le polar scandinave, quoi. Parce qu'il semble pas prêt à retomber. Ça fait presque 20 ans. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Parce que les succès, souvent ça marche par vague et on attend que la vague retombe et puis c'est un autre, voilà, c'est le polar italien ou c'est le polar, voilà. Et là, en ce qui concerne le scandinave, c'est tenace, on va dire. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un côté. C'est aussi le contraste, je pense, qui attire un petit peu le lecteur. C'est-à-dire que cet énorme contraste entre le modèle scandinave, l'image qu'on peut se faire de ces pays-là, et puis le monde qu'on découvre à travers les polars. Donc le contraste est énorme, quoi. Et je pense que autant pour les auteurs qui écrivent que pour les lecteurs, c'est justement ça qui joue, cette contraste-là. Est-ce qu'il y a un type de littérature policière qui plaît plus particulièrement au lectorat français? Évidemment, je parle toujours de la littérature nordique. Et qui marche davantage sur le lectorat français. Alors peut-être plus prise de tête. Et moins sur d'autres territoires. La vague scandinave ne se limite pas à la France, en fait. Ouais. Mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi, démographiquement, du point de vue du climat, du temps, de l'hiver où il fait noir pendant 6 mois, tout ça se prête bien aussi au polar, quoi. Et aussi, les gens qui habitent dans ces pays-là, il y a une espèce de confiance innée à l'autrui, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que tout le monde reste civique et respecte le civisme. On se sent en sécurité dans ces pays-là. Ce qui veut dire aussi que très peu de choses sont mises en place pour protéger les propriétés. C'est très facile d'accès. Tu peux rentrer dans n'importe quel jardin. C'est pas clôturé comme en France, par exemple, dans la plupart des. Donc, on peut s'imaginer, il y a aussi le fait qu'il y a une faible densité démographique. On peut très bien s'imaginer la facilité avec laquelle quelqu'un peut s'introduire chez toi et commettre des abominations, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est une des choses qui fait que ça attire aussi. C'est-à-dire que
La nuit polaire aussi fait que les maisons sont très illuminées, donc on voit à l'intérieur des maisons des gens. Je pense que j'ai répondu complètement à côté de ta question, mais c'est pas... On va dire que c'est une sorte à la fois d'exotisme et de proximité. Il y a quelque chose entre les deux qui attire le lecteur, plus que le polar américain, qui est peut-être pas trop connu, mais est plus spectaculaire, ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport à... Oui, j'ai pas vraiment de réponse à cette question non plus. Si je regarde les auteurs de Gaïa, c'est des auteurs qui sont très différents les uns des autres. Gunnar Staalesen qui écrit des polars assez classiques, avec un détective privé. Il s'attaque toujours à des sujets de société. Leif Davidsen qui écrit plutôt des romans, on ne peut pas vraiment appeler ça des polars, c'est des romans suspense géopolitiques, qui ont le truc magique, en tout cas pour moi en tant que lectrice, que ces grandes questions de géopolitique auxquelles je ne comprends rien habituellement, en lisant les romans de Leif Davidsen, eh bien de temps en temps j'ai l'impression de comprendre un petit quelque chose. Donc c'est merveilleux. Monica Christensen qui écrit des polars arctiques. Est-ce que vous connaissez l'archipel du Svalbard ? Eh bien moi non plus, je ne connaissais pas très bien. En lisant les romans de Monica Christensen, qui sont tous situés au Svalbard, on comprend, on apprend à connaître l'histoire, ce lieu au nord, entre le nord de la Norvège et le pôle Nord à peu près. Donc tous ces polars, c'est un mot tellement réducteur, mais ça recouvre tellement d'univers romanesques différents. Donc on ne peut pas vraiment dire telle catégorie attire plus de lecteurs. Et moi, je pense que de toute façon, des fois, il y a des auteurs qui s'adressent à nous en disant « Voilà, je voudrais écrire ou j'ai écrit un livre sur tel sujet. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et on répond « Mais bien sûr, tous les sujets nous intéressent, mais ce n'est pas la question du sujet, c'est la question de la qualité du texte, la qualité d'un auteur. Il sait intéresser son lecteur à n'importe quoi, pourvu qu'il sait écrire et que c'est un vrai écrivain et qu'il sait nous embarquer. » On parlait tout à l'heure de la manière, alors justement, cette manière d'embarquer le lecteur, manière d'embarquer l'éditeur quand il s'agit de soumettre le manuscrit. On peut peut-être faire aussi une petite parenthèse pour parler des prescripteurs, puisqu'on est en présence de bibliothécaires, documentalistes, des gens de la chaîne du livre important. Dans quelle mesure vous avez pu mesurer leur importance sur cet engouement pour le polar nordique au fur et à mesure des années, puisqu'ils ont été, non pas les premiers lecteurs, puisque vous êtes les premières lectrices, mais les seconds lecteurs privilégiés, en tout cas les deuxièmes lecteurs privilégiés avant le grand public. Mais c'est absolument primordial, c'est tellement important. Nous avons en France un réseau de libraires et nous avons des bibliothèques. Vraiment, c'est très important. Dans les pays scandinaves, nous avons de moins en moins, un peu comme dans les pays en Grande-Bretagne et aux États-Unis, nous avons malheureusement de moins en moins de vrais libraires. En France, nous avons encore un super réseau de libraires et c'est absolument essentiel pour nous, les éditeurs, parce que libraires et bibliothécaires, vous êtes les premiers lecteurs après nous. Donc c'est très important que vous soyez attentifs à nos livres, à nos publications, c'est important. Et on essaye de faire notre mieux pour vous connaître, pour essayer de trouver le bon libraire pour lire tel livre et pour les conseiller. Ça devient de plus en plus important, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de livres publiés et que quand on entre dans une librairie, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on est très vite perdu. Et le conseil des libraires, c'est essentiel. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Je pense que tu as tout dit. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est une particularité française, mais en tout cas, tu as raison, par rapport aux pays scandinaves, c'est une différence énorme. Et le fait que un libraire, quand tu rentres dans une librairie, on a des libraires qui lisent des livres, qui connaît les livres, qui sait conseiller une personne qui vient chercher, qui a ses coups de cœur. Bien sûr que la presse est importante, mais encore plus important, c'est les libraires pour le succès d'un livre. Il y a quelques années, on était avec le polar nordique dans une niche. Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, c'est une tendance de fond.
Donc le libraire, le professionnel du livre, il va pouvoir mettre l'accent sur un auteur particulier. Comment est-ce que vous dialoguez au cas par cas avec les libraires lorsqu'il y a un nouvel auteur qui arrive? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, nous, c'est avant tout les représentants, finalement, du coup, qui vont dans les librairies et qui connaissent les libraires, qui ont leur réseau de libraires qui visitent, qui les connaît bien, qui savent ce qu'ils ont fait, qui connaît l'historique et qui sait conseiller aussi au mieux des livres pour cette librairie-là. Donc, voilà, je ne sais pas si tu as envie de... Nous, Gaïa, on est un éditeur beaucoup plus petit que Actes Sud. Donc, nous essayons aussi nous-mêmes, nous ne sommes que 3 à Gaïa, mais nous essayons quand même toutes les 3, on y travaille toutes les 3, de assez bien, ou le mieux possible, de connaître le réseau de libraires et de conseiller les libraires. On aimerait beaucoup connaître mieux aussi, depuis des années, on se le dit, connaître mieux les bibliothécaires, mais c'est un peu plus difficile parce que comme les libraires, les bibliothécaires s'approvisionnent auprès des libraires, on ne les connaît pas de façon aussi directe que nous connaissons les libraires. Mais c'est très important et c'est un très vaste travail, d'autant plus maintenant que c'est vrai que cette vague de littérature nordique, que ce soit littérature ou littérature policière, la vague est immense. Et nous, qui sommes une petite maison d'édition, c'est vrai que des fois, on se sent un peu noyé dans la vague et que c'est pas toujours évident, parmi toutes ces très nombreuses publications, de faire connaître nos coups de cœur à nous, parce que la concurrence est très très rude. Mais bon, ça ne change rien à la qualité des livres et à l'envie de faire connaître les auteurs. Vous êtes, que ce soit chez Actes Sud ou chez Gaïa, vous êtes passé à un moment par la création d'un label, hein, d'une collection. Qu'est-ce que ça a apporté en termes de lisibilité? Et là, je suis désolé de parler, de prendre le gros mot, mais en termes de vente, est-ce que ça a apporté? Ah oui, non, mais tout à l'heure, on parlait de marketing comme étant pas le Satan, mais pas loin. Mais donc, justement, il faut aussi parler, après des lettres, un petit peu de chiffres. Mais cette définition d'un label, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est de la clarification pour le lecteur? Est-ce que c'est une sorte de manière aussi de mettre toutes les signatures, toutes les plumes dans un seul coin de la maison d'édition? À quoi est-ce que ça sert réellement? Alors, nous, c'était avec Millennium qu'on a créé la collection Actes Noirs. C'est pas anodin non plus. C'est pas anodin non plus. Et c'est vrai que ça a été très très important aussi pour les auteurs qui ont suivi dans cette collection, parce que le lecteur associe effectivement la couverture et le layout assez particulier de la collection Actes Noirs à Millennium. Donc ça a été primordial, ouais, tout à fait. Après, ça reste une collection assez ouverte. Donc on a des auteurs qui sont publiés en littérature chez nous, et il y aura un livre qui est publié dans la collection Actes Noirs. C'est pas uniquement des polars. Voilà, c'est polar pur et dur. On a des romans noirs. On a publié Dostoïevski notamment aussi dans cette collection Actes Noirs. Voilà, donc ça reste quand même une collection assez large. Et si je peux me permettre, en me faisant l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de lisibilité à un moment quand des auteurs comme Victor Delherbol ou Olivier Barcabuchon, qui est de la région, ont été publiés dans cette collection? Les lecteurs n'ont pas cru qu'il y avait un problème de lisibilité parce que les tout premiers auteurs étaient des auteurs nordiques. Ils n'ont pas associé Actes Noirs à une collection nordique. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça comme un problème, en tout cas, de notre point de vue. Je pense que on a effectivement, avec Millennium, dans les premières années, il y avait un grand focus sur la littérature nordique, voilà, Lekberg ensuite, etc. Mais depuis 10-15 ans, elle a quand même vachement évolué aussi vers d'autres langues. Donc
Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 200 titres dans Actes Noirs et un 5e à peu près en Scandinave. Et en fait, pour nous, donc les choses se sont fait totalement différemment parce que malheureusement, nous n'avons pas eu de millénium pour... Pour le moment. Oui, pour le moment. Voilà, merci. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore eu de millénium pour lancer tout ça. Et en même temps, nos auteurs de polar nordiques, au début, comme je vous disais, on ne voulait pas les mettre dans une catégorie. Pour nous, c'était des auteurs un point. Donc des auteurs comme Leif Davidsen, Gunnar Staalesen, on ne les a pas publiés au départ dans une collection particulière. C'est seulement au bout d'un moment qu'on s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on crée une collection. Et donc, on a créé la collection Gaïa Polar. Et un auteur comme Leif Davidsen, au bout d'un moment, on l'a ressorti de Gaïa Polar parce que c'était un peu, c'était comme s'il était un peu coincé dans cette collection. Mais ça veut dire que les polars à Gaïa, on s'est toujours un petit peu cherché. On a un auteur comme, encore une fois, Leif Davidsen, il a subi toutes les différentes types de couverture Gaïa. Il a été presque comme une espèce de cobaye à Gaïa. Et de temps en temps, je m'en excuse auprès de lui et il me dit « mais non, mais non, mais non ». Donc à Gaïa, ça s'est vraiment posé totalement différemment que chez Actes Sud. Le passage du grand format au format poche, qu'est-ce que ça apporte en termes de lectorat? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça permet d'élargir, de faire connaître différemment les auteurs et les œuvres fatalement? Et est-ce que ça ramène aussi ensuite un lectorat différent, ça augmente ce lectorat sur les grands formats? Oui, tout à fait. On a de nombreux exemples d'auteurs qui vendent respectablement bien en grand format et qui vend 2 fois plus, voire 3 fois plus en poche. Donc c'est sûr. Et puis il y a aussi effectivement voilà, c'est aussi la question du prix. Il y a pas mal de gens qui attendent quand même le poche pour acheter le livre. Donc c'est sûr. Oui, pour nous aussi c'est évident, absolument évident. Un auteur comme Gunnar Staalesen, qui est publié par Folio Policier depuis pratiquement le début, c'est des ventes auxquelles nous, on ne peut pas espérer des ventes. Il y a aussi un auteur comme Jo Nesbø qui avait ses premiers livres chez Gaïa, ses 4 premiers romans policiers chez Gaïa, et qui continue à très très bien se vendre en Folio Policier, ainsi que tous les autres qu'il a publiés par la suite chez Gallimard. Donc c'est très important et peut-être encore plus important aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec toi, les grands formats se vendent moins aujourd'hui parce que beaucoup de gens attendent de pouvoir acheter 2 ou 3 polars pour le prix d'un grand format. Donc souvent on n'attend pas des ventes très importantes du grand format. Ça veut dire que de toute façon le format poche est indispensable et il est prévu d'office. Il ne peut pas y avoir d'édition sans le format poche aujourd'hui. Si, bien sûr, il peut, si jamais un éditeur de poche n'achète pas les droits. Parce que en tant que, je suppose que c'est pareil chez Actes Sud, bon, Actes Sud a sa propre collection de poches, mais Gaïa non. Donc nous, on démarche les éditeurs de poche pour vendre les droits. Et beaucoup de nos auteurs de polar sont publiés en poche, mais pas tous. Et ceux qui ne sont pas repris par le poche, c'est très très difficile, surtout maintenant qu'il y a autant de publications. Oui, il y a des auteurs chez nous qui ne sont pas sortis en poche, soit parce qu'on ne les a pas sortis nous, donc on n'a pas réussi non plus à vendre les droits, parce que ça nous arrive aussi. Et ça peut dépendre aussi des ventes du grand format. S'il y a une vente extrêmement faible au grand format, on ne va pas le mettre en poche, par exemple. Ça ne peut pas être la deuxième chance C'est un risque qui est mesuré. En polar, ça nous arrive rarement de ne pas le sortir en poche, effectivement. Mais en littérature, c'est clair que pour des livres, des fois, qui sont... parce que ça a énormément évolué aussi. C'est-à-dire qu'avant, un livre qui ne se vendait pas bien,
il se vendait à 1000 ou 1500 exemplaires. Aujourd'hui, un livre qui se vend pas bien, ça peut être 200 exemplaires. Donc effectivement, on ne va pas chercher forcément à le sortir en Babel après. On va parler un petit peu, avant de donner la parole à la salle, de l'approvisionnement en nouveaux auteurs et en nouveaux manuscrits. Est-ce que vous passez par les salons, les foires type Francfort pour rencontrer des éditeurs et des auteurs, ou passez par des intermédiaires que peuvent être des agents, ou est-ce que vous allez directement à la source pour rencontrer les auteurs? Je sais que dans certains pays, les manuscrits arrivent en anglais et sont traduits. Je crois que ça arrive en Islande. Mais comment est-ce que vous faites dans chacune de vos maisons pour enrichir vos catalogues respectifs? Alors, c'est quelque chose qui a un peu évolué là depuis que je suis chez Actes-Sud, donc au moins une dizaine d'années, je pense un peu plus. C'est vrai qu'avant, c'était extrêmement important les salons, parce que c'était là où on rencontrait les intermédiaires. Et donc, il y a une quinzaine d'années, c'était principalement des éditeurs en direct. Là, depuis une petite dizaine d'années, c'est surtout des agents qu'on rencontre. C'est clair que ces rencontres sont importantes encore, mais moins qu'il y a 10-15 ans, parce que tout nous arrive quand même par mail. Donc on a un contact par mail continu avec ces gens-là, et on reçoit les manuscrits, tout le monde reçoit en général les manuscrits par mail. Donc la circulation des textes se fait très facilement, contrairement à avant. Oui, complètement d'accord. Et je peux ajouter à ça que vous racontez un petit peu l'évolution de ce marché de vente de droits. C'est absolument incroyable en 25 ans. Quand nous avons commencé il y a 25 ans, je me rappelle que dans la plus grande maison d'édition au Danemark, Gyldendal, il y avait une personne, une rédactrice, qui s'occupait dans son temps qu'elle pouvait prendre un petit peu à côté de la vente des droits. Ensuite, l'évolution fait que maintenant, ce n'est plus énormément les éditeurs, c'est les agences. L'évolution du marché des agences, c'est absolument incroyable. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec Hege, en fait, on y va peut-être un peu moins dans les foires, parce que c'est comme des espèces de vitrines. Vous avez une espèce de vitrine, voilà les auteurs qu'on veut vous vendre cette année. Bon, on ne sait jamais, donc c'est toujours la même chose pour tout le monde. On ne sait jamais, mais tel auteur qui a l'air absolument phénoménal aujourd'hui, est-ce qu'il va encore être lu dans 2 ans? Est-ce que dans 2 ans, on entend encore parler de lui? Donc moi, je trouve que c'est plus intéressant souvent d'aller justement quelques années en arrière. De qui parle-t-on encore? Quels sont les auteurs que les lecteurs lisent encore dans leur pays d'origine? Et là, on peut vraiment trouver des choses. Et si je regarde le catalogue de Gaïa, certes, il y a des auteurs que nous avons trouvés à la foire de Francfort ou à Göteborg ou ailleurs par les agents, mais je pense qu'il y en a encore plus que nous avons trouvés un peu par hasard des rencontres ou parce que des lecteurs nous en ont parlé. Très souvent, il y a des... Je rementionne Gunnar Staalesen parce que nous avons commencé à publier cet auteur norvégien autour de 2000, et c'est parce que j'en avais entendu parler, et puis une autre personne m'en a parlé, et encore une autre personne. Et donc, ça devenait comme une espèce de lecture incontournable. Donc, je me dis, bon, là, je lis, et j'ai tout de suite été convaincue que c'était un auteur vraiment de fond à publier, une œuvre à construire en France. Et souvent, je trouve que nous trouvons des livres, en tout cas des auteurs étrangers, mais par des grands hasards. Et c'est ça qui est amusant aussi. C'est pour ça que l'édition reste amusante aussi. C'est parce que c'est des rencontres un peu inattendues. Un de nos derniers livres, pas en domaine polar, mais un récit que nous venons de publier, je l'ai trouvé au rayon numérique de ma sœur dans un bled au fin fond du Danemark. Et je l'ai lu dans mon bureau en danois, le livre numérique, un auteur anglais.
Et c'était totalement par hasard. Et c'est absolument un livre Gaïa, et c'était vraiment le livre pour nous à ce moment-là. Donc il faut, en tant qu'éditeur, il faut qu'on soit très ouvert et toujours les antennes dehors et chercher et lire. C'est comme ça qu'on trouve les livres. Donc le hasard a encore sa place et la prescription, puisque vous évoquiez justement les conseils de vrais lecteurs et non pas les publicités des éditeurs, des autres éditeurs, mais vraiment la prescription reste déterminante pour avoir le bon conseil et à nouveau le coup de cœur qui permettra l'édition chez vous ou chez Actes Sud. Oui, absolument. Et évidemment, il faut rester, essayer de rester très ouvert et très vigilant aussi à toutes ces propositions que nous recevons des agents, parce que bien sûr, de temps en temps, il y a des choses qui sont pour nous. C'est seulement que nous recevons des avalanches de mails. On est débordés. Et c'est pas toujours évident c'est toujours très convaincant, donc c'est pas toujours évident de choisir qu'est-ce que je dois lire aujourd'hui et demain et la semaine prochaine. Je suis sûre que c'est la même question pour toi. Et donc, c'est pour ça aussi que ça reste un peu le hasard. Et c'est pour ça aussi que des fois, on trouve des choses qui, par miracle, des bijoux qui ont échappé aux autres. Ça peut absolument toujours arriver. Une autre question avant, je vous promets de vous donner la parole, mais dans cette même logique, puisque si ce qui est offert à tous les autres éditeurs pour la vente à l'étranger correspond d'une certaine manière au succès qu'il y a dans chaque territoire, est-ce qu'il vous est arrivé d'éditer des auteurs de polar nordiques, de manière générale, qui, sur leur propre territoire, n'étaient pas des prophètes dans leur pays, mais qui, ensuite, en France ou sur les territoires francophones, ont rencontré davantage de succès que chez eux? Désolé de remettre Millennium sur le tapis, mais c'était un peu le cas avec Millennium, c'est-à-dire que ça faisait partie des... C'était pas encore publié en Suède quand Marc de Gouvenin a acheté les droits pour Millennium. Et le succès n'est pas venu tout de suite. La France était le deuxième ou troisième pays à l'avoir publié. Donc le succès est arrivé après. Et effectivement, ensuite c'est devenu mondial. Mais des fois, ça va dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas d'exemple en tête comme ça d'un auteur qui a eu plus de succès en France que dans son pays d'origine. Ceci dit, un auteur qui a du succès dans son pays d'origine, c'est absolument pas on peut absolument pas se fier à ça, se dire voilà, ça marche, donc ça va marcher en France aussi. Ça marche pas du tout comme ça. Et je voudrais donner un exemple d'un auteur qui n'est pas du tout dans le domaine polar. C'est la Suédoise Katarina Mazzetti, avec laquelle nous avons beaucoup de succès en France. En Suède, petit pays, comme vous le savez, son premier livre s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Au Danemark, on voit le Danemark depuis la Suède. Au Danemark, l'éditeur n'a pas réussi à épuiser le premier tirage de 3000. Donc, c'est vraiment l'exemple absolu qui montre bien qu'un succès n'est pas du tout transposable, même de pays très proches et totalement voisins. C'est à méditer. Comme promis, je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions pour nos deux éditrices. Alors, je vois déjà une main qui se lève et je crois qu'il y a quelque part un micro qui doit pouvoir circuler. Eh bien, voici le micro. C'est pas tant une question qu'une impression que vous allez corroborer ou pas. Donc ça finit par être une question malgré tout. Pour prendre le polar scandinave ou nordique, au sens large, y compris l'Islande, est-ce qu'il n'y aurait pas le bénéfice, en français, d'avoir de très bons traducteurs? Parce qu'on est quand même dans des langues un peu plus rares que anglais, espagnol, etc., où il y a beaucoup de traducteurs, ils ne sont pas tous au même niveau. Tandis que là, sur des langues, disons, quand même rares, il y a une école de traduction qui est très très bonne, très pointue, qui connaît bien son domaine. Je pense par exemple à Éric Bourri. Et si bien que quand je lis des ouvrages traduits par Éric Bourri, je lis aussi du Éric Bourri pour finir. Et il a quand même eu un grand prix national de la traduction.
ce qui doit être assez rare par rapport à des traducteurs de polar. Donc je pense qu'il y a un bénéfice linguistique. Ça, c'est certain. Un livre mal traduit, il faut tuer d'avance, quoi. Peu importe la qualité du texte en premier. Voilà. Donc tout à fait. Et Eric Bourri, c'est un exemple excellent parce que il a cette capacité à vraiment transposer et en même temps garder les particularités aussi de la langue islandaise ou en tout cas de l'univers islandais. Donc on sent quand même que c'est un texte qui vient d'ailleurs, comme il aime bien le dire. Mais c'est vrai qu'avec l'engouement pour le polar nordique, ça devient compliqué pour nous, éditeurs, de suivre le rythme. Et le problème, c'est le nombre de traducteurs, de bons traducteurs, avec qui on est en confiance et qu'on connaît la qualité de leur travail. Ce qui rallonge aussi souvent les dates de parution des textes, parce que les traducteurs ne sont pas disponibles. Ils ne peuvent pas non plus tout faire. Donc c'est vrai que depuis quelques années, ça devient un vrai problème. Oui, très bien de mentionner les traducteurs, effectivement. Ils sont évidemment tellement importants. Et ce qui est intéressant, justement, dans ce domaine nordique, c'est qu'il y a peu de traducteurs. Et jusqu'il y a quelque temps, une dizaine d'années, la plupart des traducteurs, c'était des gens qui étaient venus à la traduction par raison personnelle. Ma grand-mère était danoise, donc j'ai étudié le danois. C'était très souvent des raisons personnelles. Ensuite, avec tous les ambassades, nous les éditeurs, et avec tous les ambassades des pays nordiques, nous avons vraiment milité pour dire aux gens, apprenez les langues nordiques, pas seulement pour des raisons personnelles, mais vous pouvez le faire pour raisons professionnelles. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a du travail, il y a de la traduction. Et depuis quelque temps, il y a des nouveaux jeunes traducteurs qui arrivent et on a besoin d'eux. Donc, si vous avez besoin de vous recycler professionnellement, lancez-vous dans l'étude de norvégien ou de finlandais, finnois. Je pense que vous pouvez trouver du travail par la suite en tant que traducteur. Nous faisons souvent la queue pendant un certain temps. Récemment, à Gaïa, nous avons publié la biographie de Astrid Lindgren. Nous avons attendu le traducteur 3 ans parce qu'on voulait un traducteur, Alain Gnedig, on voulait que ce soit lui, on a attendu. Et ça peut arriver pour d'autres auteurs aussi, qu'on sait quel est le traducteur qu'on voudrait pour tel auteur, donc on est prêt à attendre parce que, évidemment, comme tu dis, c'est indispensable. Un livre qui n'est pas traduit, qui n'est pas bien traduit ou pas traduit par la bonne personne. Parce que des fois, ce n'est pas parce que le traducteur il n'est pas bon, ça peut être parce qu'il ne colle pas avec l'auteur ou avec l'univers. Donc ça aussi, ce n'est pas toujours évident à trouver. C'est des tandems, c'est vraiment... souvent les traducteurs sont... En tout cas, ils ont une affinité avec l'œuvre, c'est indispensable, mais très souvent, ils créent aussi une affinité, une relation personnelle avec les auteurs. Et juste encore une chose pour ce sujet qui est important, ça fait aussi que quand nous avons les auteurs nordiques invités en France, la plupart d'entre eux ne parlent pas français et donc ils ont besoin d'interprètes pour s'exprimer. Et le plus souvent, en tout cas à Gaïa, on va préférer leurs traducteurs, même si les traducteurs ne sont pas des interprètes professionnels et même si parfois ils ne sont pas parfaits dans cet exercice d'interprétation très difficile, ils peuvent être meilleurs qu'un interprète professionnel qui comment dire, techniquement est parfait. Parce que le traducteur, il a une relation avec l'auteur et il connaît l'œuvre à fond. Alors, bonjour. Avec Astrid Lindgren, vous faites le lien avec la question qu'on voulait poser. Nous sommes professeurs documentalistes, donc c'est une spécificité française aussi. Donc on a les bibliothèques, les CDI, bibliothèques dans les établissements scolaires, du collège jusqu'au lycée. Et donc ma question était, à part Astrid Lindgren et puis le voyage de Nils Holgersson, on ne connaît pas très bien les auteurs suédois jeunesse, alors pas seulement polar, hein, mais
comme nous sommes prescripteurs auprès des adolescents, ça pourrait être l'occasion de vous amener d'autres lecteurs. Donc, et créer des collections jeunesse, effectivement. Donc, est-ce que vous avez, soit dans votre catalogue, soit des idées pour nous orienter vers la jeunesse nordique? Alors, la littérature jeunesse nordique est très très riche et comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'auteurs écrivent pour adultes, pour la jeunesse. Il y a pas souvent il n'y a pas cette même un auteur va pas se cloisonner dans un genre. Donc pas mal d'auteurs de Gaïa ont écrit aussi pour la jeunesse. Ceci dit, chaque fois que nous nous sommes posé la question à Gaïa de créer un domaine jeunesse, en fait, on s'est toujours dit c'est un domaine que personnellement nous ne connaissons pas très très bien et qu'il y a beaucoup d'éditeurs français qui sont très très bons. Donc on se dit à la fois on n'est pas assez spécialiste du domaine pour penser qu'on peut vraiment faire quelque chose de plus ou de nouveau à côté de nos collègues éditeurs de jeunesse que j'admire énormément parce que je trouve que c'est vraiment un domaine très 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 dynamique en France. Donc c'est un domaine, je ne peux pas vous répondre très bien à la question parce que c'est justement un domaine que nous n'avons pas essayé où nous n'avons pas essayé d'aller. Ça va être un peu pareil pour moi en fait. D'autant plus que chez Actes Sud, bon, on a Thierry Magnier, Actes Sud Junior aussi, voilà, mais c'est vrai que c'est un catalogue qui est ouvert aussi à des auteurs de différents pays. Mais j'avoue que je connais moins bien du coup ce catalogue parce que je ne travaille pas du tout dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de choses dans les pays scandinaves parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont, comme tu dis, pas forcément des auteurs uniquement de jeunesse, mais il y a quand même une profusion. L'enfant est extrêmement important quand même dans ces pays-là et la littérature s'y ressent. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Dans le domaine de la littérature de jeunesse. Et je peux juste ajouter par rapport à la biographie Astrid Lindgren, en fait, quand je l'ai lu en danois, parce que Astrid Lindgren, elle est suédoise, comme vous le savez, l'auteur de la biographie est danois. Quand je l'ai lu au départ, c'était vraiment pour moi-même, parce que je me disais, l'œuvre de Astrid Lindgren est très connue en France, mais le nom de l'auteur, Astrid Lindgren, est beaucoup moins connu. Donc je me disais, c'est un livre qui va être difficile à défendre, je le lisais pour moi. Et une fois que j'avais fini de le lire, je ne le lisais plus du tout seulement pour moi. J'ai tout de suite eu envie de le publier, tant pis si le nom d'Astrid Lindgren n'était pas très connu, parce que c'est un livre qui décrit tellement un destin de femme, quelqu'un de hors norme, quelqu'un qui ne faisait partie de aucun mouvement ou quoi que ce soit, qui faisait partie de son propre bon sens de la vie. Et donc, pour moi, c'était évident que c'était un livre à publier. Et justement, si j'avais lancé une étude de marketing, je ne l'aurais jamais fait, c'est sûr. Mais bon, évidemment, on ne fait pas ça. On publie des livres qui nous semblent importants. Et voilà. Ça n'est pas noté. Hein. Ah, voilà, il y a une question là-bas. J'étais sûr. Bonjour. Et je suis professeur documentaliste aussi. Et est-ce que vous vous déplaceriez dans des établissements scolaires pour présenter votre métier justement et puis pour développer vos collections? La question, c'est si on va dans des établissements. Oui, très volontiers. La seule chose qui nous empêche de le faire souvent, c'est le temps. On manque cruellement de temps. Mais à part ça, personnellement, j'adore parce qu'en plus, les élèves, les enfants ont beaucoup moins peur de poser des questions que les adultes. Donc, des fois, c'est des forêts de petits doigts en l'air. J'adore ça. Et des questions, parce que les adultes, ils ont peur de poser des questions bêtes, mais souvent, les questions bêtes, c'est les meilleures. Les enfants n'ont absolument pas peur de ça, donc ça crée des débats super. Et voilà, donc j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour aller dans les établissements scolaires aussi, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire.
par rapport au livre, tout ce chemin que fait le texte depuis l'auteur qui l'écrit chez lui et le lecteur qui prend le livre en main en librairie. Il y a tellement d'étapes intermédiaires qui finalement sont relativement peu connues, mais qui sont très pratiques et très réelles. Et donc, j'aime bien discuter de ça avec les enfants. Personnellement, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait à l'université, mais c'était vraiment dans le cadre de la traduction, donc c'était des étudiants qui étudiaient pour devenir traducteurs. Ça va être un peu la même chose que Suzanne, c'est-à-dire que ce serait un grand plaisir de le faire, mais malheureusement, le manque de temps fait que souvent, on n'a pas le temps de le faire. Je peux ajouter que souvent les gens croient que nous sommes éditeurs, on est tranquille dans nos fauteuils à bouquiner du matin au soir. Pas du tout. Hein. On lit le soir, le week-end, la nuit, les vacances. Au bureau, on travaille, on est sur les échanges, sur l'ordinateur et on est surtout le pratique aussi. Toi, peut-être un peu moins parce que tu es dans une grande maison. Nous, dans une petite maison Gaïa, c'est une entreprise aussi. Donc, c'est toute la structure de l'entreprise. Il y a toute la gestion aussi. Donc, non, les lectures, les bonheurs de la lecture, c'est dans notre temps libre. Vous aviez commencé à publier une nouvelle traduction de Knut Hamsun. Donc, il y a 2 titres qui sont sortis, je crois. Est-ce que vous avez comme projet de continuer ce travail? Parce que maintenant, c'est difficile de les trouver en France. Oui. Ah, vous relancez le sujet. Oui. On avait vraiment pour projet d'essayer de rassembler l'œuvre de Knut Hamsun. Il y a des classiques nordiques comme ça, dont les œuvres, c'est pareil pour l'Islandais Laxness. Les livres sont un peu dispersés, un peu partout, et c'est des œuvres qui sont tellement importantes qu'ils méritent d'avoir un éditeur qui défend vraiment. Mais c'est vraiment très très difficile, donc on a dû renoncer sur le moment. C'est difficile pourquoi? Parce que, encore une fois, en tout cas personnellement, je pense que ça demande d'avoir une très grande connaissance, d'avoir tout lu, d'avoir vraiment d'être défenseur d'une œuvre très importante, et puis aussi de s'obstiner à publier, même si ça ne se vend pas beaucoup. Parce que les 2 rééditions que nous avons faites, malheureusement, nous les avons peu vendues. Ça reste des livres de fond, mais si on fait ça, il faut être prêt à vendre peu, mais à très long terme. Et financièrement, c'est compliqué. Mais voilà, on avait vraiment envie de continuer. J'ai pas peur de lever la main, je la lève une 2e fois. Vous parlez de vagues qui ne retombent pas, certes, mondiales, je veux bien, mais enfin, malgré tout, où lit-on le plus le polar nordique? Parce que peut-être pas en Mongolie extérieure, vous voyez. Donc, où est-ce que ça a un si grand succès, à part chez nous? Je pense que déjà dans les pays scandinaves, parce que c'est vrai que depuis 20 ans, le nombre d'auteurs et lecteurs dans ces pays scandinaves a augmenté énormément. L'Allemagne, je ne sais pas si ça a vraiment pris, un petit peu. Aux États-Unis, ça a commencé un petit peu quand même avec Millennium. Mais je pense que les vagues ont tari un peu plus rapidement qu'en France, effectivement. Oui, moi je ne peux pas vraiment non plus répondre très exactement à cette question, juste par une toute petite anecdote par rapport aux pays scandinaves et la popularité des auteurs nordiques dans leur pays. Je ne sais plus quel auteur me racontait qu'il recevait des courriers de lecteurs qui disaient « Alors, pour ton prochain polar, tu ne pourrais pas le situer dans mon quartier parce que ce serait vraiment sympa, parce que comme ça, on parlerait un peu plus de nous. » Les auteurs sont très proches souvent de leurs lecteurs,
très souvent, les auteurs n'hésitent pas à publier leur adresse mail, et les lecteurs peuvent leur écrire pour suggérer des choses, commenter les livres. La Danoise Anna Gru, que nous avons ici parmi les auteurs invités, c'est une auteure danoise qui a vraiment créé un véritable lectorat avec qui elle est en contact. Les gens lui écrivent, elle répond. C'est une relation assez proche entre auteur et lecteur que je ne pense pas. Je pense pas qu'on a l'équivalent. C'est même pas des petites communautés. Ça peut être. Je sais même pas comment les auteurs arrivent à entretenir des relations comme ça, mais ça peut parfois être des grandes communautés d'échanges entre lecteurs et auteurs. Que pensez-vous des auteurs français qui se mettent à écrire des polars à la manière des polars nordiques? Je pense à Maud Malo avec Canac, Sonia Delzongle, Olivier Truc. Voilà. Alors, j'ai vraiment beaucoup de... Au début, je me disais, bon, je ne peux pas du tout répondre à cette question, sauf que Olivier Truc, oui, c'est sûr, j'adore. Oui, je trouve ça très bien. Mais est-ce qu'il écrit à la manière d'eux? Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il écrit à la manière d'Olivier Truc et je trouve ça très bien. Mais plus généralement, je ne peux pas répondre à la question. C'est vrai que j'en ai pas lu, pas mis à part Olivier Truc, oui, je connais. C'est vrai que lui, pour le coup, je pense qu'il a vraiment développé une partie de la Scandinavie, ou du Nord en tout cas, peu exploitée, qui était la Laponie. Donc il n'y a pas énormément d'auteurs qui ont écrit et ont développé autant, en tout cas, de cette région-là. Donc c'est tant mieux. Ça fait connaître ces régions-là. Je pense qu'il n'y a que du bon. Après, pour les autres, je ne les connais pas. Mais s'il y a des lecteurs pour eux, tant mieux. Et je voulais dire en même temps que certains n'hésitent pas à prendre des noms pseudo-nordiques pour faire passer. Et on découvre après qu'ils ne sont pas du tout de là-bas. Mais en fait, c'est vraiment le reflet d'un très grand intérêt pour la littérature scandinave. Moi, j'ai juste remarqué quelquefois que les éditeurs aiment bien mettre des barres sur les hauts et des choses comme ça. Je dis, mais c'est n'importe quoi, parce que c'est comme s'ils ne se rendent pas compte que pour nous, c'est une lettre, c'est une vraie lettre. Donc ça ne veut rien dire en français. Mais bon. Bonjour. J'ai entendu sur France Inter qu'il y avait de plus en plus de femmes qui investissaient le polar en tant qu'autrices, puisque c'est le terme consacré désormais. Donc qu'en est-il chez les Scandinaves? Et puis j'ai entendu aussi à la Grande Librairie il y a quelques jours qu'il y avait plus de lectrices en France que de lecteurs, alors qu'il y a plus d'auteurs que d'autrices. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant. Et vous êtes 2 femmes aujourd'hui, et nous sommes dans la salle une majorité de femmes, mais il n'y a eu que des hommes au micro. Alors, c'est pas une critique, c'était juste un petit trait d'humour. Donc voilà, qu'avez-vous à nous dire sur ce positionnement homme-femme dans le polar nordique, et puis par rapport à votre lectorat? Ça, c'est pas propre au polar ni à la littérature scandinave. C'est propre à la littérature en général. Les femmes prenaient des pseudonymes d'hommes pour pouvoir écrire. Mais c'est vrai que, en tout cas si on veut rester dans le polar scandinave, alors je pense que ça a même un terme femme, enfin je sais pas, qui désigne donc les femmes qui écrivent le polar, parce que c'était vraiment une domaine, encore une fois, masculin jusqu'aux années 90. Après, il y a les grands noms qui ont sorti ensuite. Bon, il y a Kim Lekberg,
Camilla Grebe, il y a qui d'autre? Tu vas pouvoir m'aider. Oui, bon, ça c'est un couple. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, il y a quand même pas mal de femmes, mais c'est assez récent, ouais. C'est tout à fait exact. Oui, c'est une vaste question. Pour ma part, je ne me pose pas trop la question. Comment dire, bon là, nous avons une Islandaise et une Norvégienne. Moi, je ne me pose pas trop ce genre de questions. La seule chose, encore une fois, qui compte pour moi, c'est la qualité du livre. Le fait que nous sommes une majorité de femmes dans l'édition, je crois que 80% des gens qui travaillent dans l'édition sont des femmes. Les lecteurs, il y a aussi une large majorité de femmes. Quand vous allez dans des rencontres littéraires, s'il y a des hommes, on leur saute dessus parce qu'ils sont tellement rares. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Moi, j'avais une question, on va dire un petit détail technique. Je sais que dans les pays nordiques, il y a une meilleure, on va dire, un meilleur bilinguisme avec l'anglais dans la plupart des pays nordiques. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des manuscrits qui soient en anglais plutôt que dans les langues du pays? Oui, ça peut arriver. Et c'est vrai que c'est pas. On a un exemple très récent, une auteure qui écrit en anglais, qui cherche un éditeur. Elle est danoise. Je me dis, mais bon, c'est un peu à l'envers. Il faut d'abord qu'elle trouve un éditeur danois, un éditeur de sa langue d'origine, de son originalité. Donc des fois, ça crée des choses un peu bizarres. Et voilà, on ne sait pas trop comment. Ce serait un peu bizarre que Gaïa ou Actes Sud deviennent l'éditeur principal d'un auteur danois qui écrit en français, par exemple. Donc, mais c'est vrai que ça arrive, et c'est vrai que les auteurs nordiques sont de plus en plus anglophones, et des fois, c'est presque un peu inquiétant. Nous, moi, j'ai pas de souvenir d'auteurs, en tout cas depuis que je suis moi chez Actes Sud, qui ont proposé des textes qui écrits dans une autre langue. Par contre, ce qui arrive très très souvent, c'est que les textes soient entièrement traduits en anglais avant d'être soumis aux agents, aux éditeurs français, donc qui ont déjà accès à. Donc c'est un peu énervant pour moi et Suzanne, puisqu'on a quand même un avantage sur les autres, c'est qu'on lit ces langues-là. Et je sais qu'il y a des éditeurs aussi qui publient directement de l'anglais, par exemple, parce qu'il y a eu une édition anglaise et qui préfèrent traduire de cette langue-là parce que c'est plus facile de trouver un traducteur. Nous, ça, on ne le fait pas. Je pense que Suzanne non plus. On a eu un seul cas comme ça. C'était un auteur islandais. En fait, c'était plutôt un document historique qu'un roman. Et l'auteur nous a demandé de faire la traduction depuis son édition. Il avait édité son livre aux presses universitaires de Chicago, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai trouvé, par un espèce de chemin bizarre. Et il nous avait demandé, et on était vraiment complètement d'accord avec lui pour une fois, parce que cette traduction vers l'anglais était une version de son livre plus ouvert aux lecteurs non islandais. Parce que la particularité, parfois, dans la littérature islandaise, c'est qu'en Islande, tout le monde se connaît. Si on fait référence à un personnage historique du XIIIe siècle, ça ne pose aucun problème aux lecteurs islandais. Par contre, pour nous, oui. Donc, quelquefois, vous pouvez avoir des romans islandais limpides pour le lecteur islandais et totalement hermétiques pour le lecteur français. Et là, effectivement, on peut compter sur le traducteur. Et c'est un vrai exercice complémentaire à la traduction d'être capable d'ouvrir un petit peu le texte. Parce que c'est dommage si un bon roman islandais devient un roman difficile d'accès pour le lectorat français. Et donc, ça peut arriver qu'on rend service au livre. Donc, j'ai ce seul exemple de ça, mais là, je trouvais que c'était vraiment important, parce que sinon, le lecteur français, il était totalement largué dans l'arbre généalogique islandaise que les Islandais apparemment ont dans la tête, mais nous, non.
Moi, c'était plus une question par rapport au sujet. En fait, forcément, ça doit être évident, mais un aspect de critique sociale en fait dans les polars nordiques en général, vraiment, qui saute par exemple aux yeux bien sûr dans Millennium, mais chez d'autres auteurs comme John Esbo ou autres encore, ou même les polars islandais. Et je me demandais si vraiment c'était un aspect qui se cantonnait vraiment au genre du polar, parce que le polar s'y prêtait bien, ou si ça transparaissait vraiment dans d'autres genres littéraires et dans la littérature nordique en général. Alors, c'est une tradition qui date pour moi des années 60-70 dans les pays scandinaves, avec Mai Cheval et Per Valle, qui est un peu les précurseurs du polar nordique, en tout cas en particulier suédois. Je pense que justement dans ces pays où il fait bon vivre et où quand on regarde l'espèce d'enquête qu'ils font maintenant sur le degré de bonheur de la population, on a les pays scandinaves qui montent en flèche. Donc le contraste effectivement avec les critiques sociales qu'on voit dans les polars est assez frappant, quoi. Je pense que c'est moi qui extrapole peut-être un petit peu, mais il y a quand même un côté un peu protestant, tradition protestante, où on ne confesse pas nos péchés, mais ça reste enfoui, qui fait aussi qu'on ne se dit pas forcément les choses. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a un côté un peu consensuel. Voilà, tout le monde est censé être politiquement correct, etc. Et je pense que le polar reste un moyen de ternir cette image, ou en tout cas de dire les choses qui ne vont pas, ou qui sont en train de se passer, ou qui sont critiquables dans la société malgré tout. En France, si on n'est pas content, on manifeste, on râle, on proteste, on le dit haut et fort. Ce n'est pas du tout le cas dans les pays nordiques. Il paraît que c'est parce que l'Empire romain n'est jamais arrivé jusqu'à chez nous. Ils ont été arrêtés par les Vikings. Donc nous n'avons pas ce côté romain. Donc nous sommes plutôt des gens assez pragmatiques, peut-être même flegmatiques. En tout cas, on n'est pas dans les rues à protester quand on n'est pas content. En fait, on ne le dit pas. Et moi, j'ai entendu plusieurs auteurs de polar dire que moi, j'ai envie d'écrire pour utiliser le roman policier, pour dire les choses qui ne vont pas. Et un sujet, par exemple, la prostitution clandestine. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans les pays nordiques, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler dans les médias, alors qu'on devrait. C'est quelque chose qui existe, et je pense que c'est même quelque chose de relativement répandu, mais c'est comme un espèce de tabou. C'est comme si on dit ça ne peut pas exister chez nous, parce que chez nous, justement, on se respecte, on est correct. C'est un sujet tellement, comme la pédophilie aussi, c'est des trucs tellement, graves, qu'on aurait peut-être tendance à dire que ça ne peut pas arriver chez nous, exactement comme on se dit, voilà, ça n'arrive pas chez nous. Ici, c'est pas non plus chez mon voisin. Et les auteurs peuvent donc utiliser la littérature pour dénoncer des choses que même la presse n'ose pas parler. Vous vous souvenez de la série Borgen. La série Borgen a eu le mérite de soulever des questions importantes de société qui ont ensuite créé des débats publics, alors qu'avant la série, avant que ce soit traité dans cette série, en fait, c'était tabou. Donc, ça montre bien à quel point la littérature et la fiction, comme on dit, à quel point cet ancrage dans la réalité est très important, et à quel point c'est important d'utiliser la littérature pour dire les choses. Vraiment revenir sur le sens de la question de monsieur, vous me direz si je me trompe, mais c'était vraiment la littérature au sens large et pas uniquement la littérature policière en tant que soupape de sécurité pour la critique sociale. Oui, mais en même temps, je trouve qu'on le voit plus dans la littérature policière, parce que là, les auteurs s'attaquent plus concrètement
à des questions de société plus que dans la littérature générale, où évidemment ça peut arriver aussi. Je tourne une dernière fois vers la salle pour savoir s'il n'y a pas une dernière question. Bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Ege. Merci beaucoup, Suzanne, pour cet échange.